voir le président français s'exprimer en Afrique sur les réparations de l'esclavage. Est-ce pour vous une avancée historique, docteur Foliekwe, ou une stratégie politique pour sauver ce qui reste de la France-Afrique? Bonjour. Est-ce qu'on devrait parler de France-Afrique dans ce registre? Mais ça peut être aussi bien l'autre que l'un. C'est-à-dire que c'est une avancée historique. C'est irréfragable. Mais ça peut être également une stratégie. Il y a une stratégie qui est connue, que nous avons toujours observée. C'est qu'à chaque fois que les Africains se réunissent pour traiter un thème qui les intéresse, il y a comme toujours quelqu'un, un étranger, qui cherche à s'y mixer, à être présent, à participer. Et ça, c'est une pratique qui est devenue récurrente. Et c'est toujours une stratégie, c'est de bonne guerre, d'être dans les enceintes où les décisions peuvent se prendre, écouter un peu ce que les leaders et les responsables politiques africains vont dire. Mais il y a aussi également le fait que la France, en 2001, vous savez, la loi Taubira, a été au devant de la réponse des contradictions de Durban en déclarant au niveau national, légal, la traite négrière et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Et maintenant, le dossier revient. Et les Européens, vous savez, ils s'entendent sur les grandes questions qui concernent les nations en rapport avec eux. Sur cette question, vous verrez qu'il n'y aura pas de président suédois, il n'y aura pas de président espagnol, il n'y aura pas de président italien, comme vous voulez, qui viendrait vers les pays africains. Ils sont tous derrière. Ils voient Emmanuel Macron. La France devient l'interface. Il faut voir à travers la France toute la série de monarchies et des royaumes européens, et des hommes d'affaires européens, des compagnies, des banques, qui ont participé à ce négoce infâme et humiliant pour l'humanité, en fait, et pour les peuples africains. Ils sont tous derrière et la France vient. Il ne faut pas voir Emmanuel Macron. Il y a toute une suite de diplomates et des contacts qui ont été pris avec l'État ghanéen depuis longtemps sur cette question. Et ce n'est pas une présence improvisée. Et ce n'est pas la France même qui s'est invitée. C'est l'État ghanéen qui a invité la France. Ce qui veut dire qu'il y a une concertation. Il y a certains qui critiquent déjà le Ghana, mais c'est une présence diplomatique. On verra bien ce qui va se passer. À la France, donc la face visible de l'iceberg de l'impérialisme pénitent. Excellence Sogoyou Kegiwi. Mais écoutez, le Ghana, c'est un État souverain. Il a une initiative et il invite qui il veut. Le Ghana est un pays anglophone. Il n'est pas complexé comme les pays francophones. Donc c'est un pays souverain. Il agit en son âme et conscience et il sait ce qui est bon pour lui. Donc, en invitant le président Macron, le Ghana a fait usage de sa liberté, de sa souveraineté. Mais si c'était un pays francophone, ce n'est pas possible, parce qu'il serait en train de ramper dans les rues à Londres pour voir s'il peut avoir l'autorisation d'inviter tel ou tel autre. Mais c'est un pays anglophone, il est libre. Maintenant, j'ai entendu des cris contre l'invitation de Macron. C'est vrai, au départ, moi-même, je me suis dit, mais ce n'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas. Surtout que quand il a été question de réparation de l'esclavage aux Nations Unies, la France n'a pas montré beaucoup de zèle à soutenir l'idée. Pourquoi on invite la France aujourd'hui? Et après réflexion, je me suis dit, mais au fait, le président ghanéen John Dramani Mahama, il est très intelligent, il est plus intelligent que nous ne croyons. Si on condamne l'esclavage, on veut même des réparations pour l'esclavage, c'est qu'on condamne aussi la colonisation et on condamne surtout la néocolonisation. Le seul pays européen qui est en plein dans la colonisation et de la recolonisation de l'Afrique, c'est la France. Aujourd'hui, un député français parle, il gémit, ah non, il nous faut encore l'Afrique, on doit retourner au Sahel. Un ministre parle, non, 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 il nous faut encore au Sahel. Un général, non, 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 on doit retourner les conquérir. Le président Macron lui-même, non, c'est une bande d'ingrats, il faut qu'on les prenne. Donc, Dramani Mahama a vu que le seul problème contemporain de l'esclavage se trouve entre les mains de la France qui est en train de tordre le bras à des pays africains
qui sont même frontaliers du Ghana. Donc, le seul pays négrier qui existe encore, qui est fier de l'esclavage, qui est fier de la colonisation, qui est fier de la néocolonisation, c'est la France. Donc, il était important qu'on l'invita à Accra pour lui dire, si nous condamnons l'esclavage et nous voulons des réparations, ce n'est pas ta nouvelle colonisation que nous allons soutenir dans le Sahel ou partout ailleurs en Afrique. Donc, moi, je crois que c'est un message que le président du Ghana a voulu passer à Macron. On attend de voir la figure qu'il va présenter à Accra. Et s'il ne va pas se mettre dans les nègreries dont il a fait preuve à Nairobi, j'espère qu'il ne va pas faire ça. Bon, parce que nègrerie, la formule, oui, mais attends, c'est en Afrique seulement qu'on peut faire ça. Oui. C'est pourquoi je parle de nègrerie. C'est en Afrique seulement qu'un chef d'État, qu'il soit africain, européen ou américain, peut faire ça. Tu le sais. Tu sais que ce n'est pas possible ailleurs. Tu ne peux pas faire ça chez les Chinois, les Vietnamiens, les Coréens. Tu ne peux pas. C'est inimaginable. Donc, moi, je crois que c'était bon qu'on invite Macron, qu'il vienne comprendre que si aujourd'hui les Africains veulent des réparations sur l'esclavage, ça veut dire qu'ils ne vont pas tolérer une recolonisation, ils ne vont pas tolérer une re-esclavagisation des Africains, et que la France doit mettre ses ambitions coloniales dans sa poche et retourner chez elle. Je voudrais profiter de la présence sur ce plateau d'un historien avéré, Dr Folly, pour questionner les fondements de l'esclavage, le fondement et la mémoire. De quoi parle-t-on en réalité? Vous savez, la résolution, Excellence le disait tantôt, 80-250 de l'ONU votée il y a quelques semaines, a durci le ton en parlant du plus grave crime contre l'humanité. Je voudrais savoir à quelle logique répondait l'esclavage, en fait. L'esclavage que nous avons subi a répondu à plusieurs logiques. D'abord, il faut définir les concepts. Qu'est-ce que l'esclavage? Pour que nos téléspectateurs nous suivent mieux. L'esclavage, c'est un système économique et social fondé sur l'exploitation des esclaves. C'est un système économique et social fondé sur l'exploitation d'esclaves. Qu'est-ce qu'un esclave? Parce qu'aujourd'hui, il y a comme une diffusion diarrhéique, disproportionnée de ce concept qu'on applique à tout. Et on parle de l'activité de bonnage que les jeunes filles africaines font au Liban, mais les gens disent que c'est de l'esclavage. Mais ce n'est pas de l'esclavage. Ils ne sont pas des esclaves. Qu'est-ce qu'un esclave? Un esclave, c'est un être humain qui est la propriété privée d'un autre être humain en vertu des lois de la cité. C'est-à-dire, c'est une propriété légale. Un être humain qui est une propriété légale d'un autre. Un bien meuble, comme le dit le code. Un bien meuble. C'est-à-dire qu'il y a la dimension juridique et légale derrière. Donc ce n'est pas tous les systèmes de dépendance et de servitude humaine qu'on appelle l'esclavage. L'esclavage, c'est clair, c'est étatique, c'est dans la société, c'est admis, c'est légal. Mais est-ce qu'en Afrique, depuis que l'Afrique existe, je dis bien 200 000 ans d'existence, est-ce qu'on a déjà vu dans un royaume, dans un système africain, la possession légale d'un être humain par un autre? Non. Mais on a connu des systèmes de dépendance, de servage, de servitude, différents systèmes de... Mais cela n'a jamais existé. Alors, d'où vient l'esclavage? L'esclavage est une pratique eurasiatique. Elle a débuté depuis que les populations qu'on appelait les Sémites sont rentrées dans l'histoire. Mais je ne parle pas des Sémites dont on parle dans le livre de Genèse 10, c'est-à-dire les enfants de... le Sem, l'enfant de Noé. Non, le Sem, l'enfant de Noé, c'est de l'idéologie religieuse. Je parle des vrais Sémites qui apparaissent dans l'histoire en 1900, en moins 1900. Donc, il y a également, les Sémites, c'est qui? C'est les Arabes, les Juifs, les Palestiniens, les Phéniciens. Ce sont ces peuples. Je dis bien moins 1900. Donc, dans tout le temps que les civilisations africaines se sont bâties, partout, un peu partout, il n'y a pas eu de système esclavagiste. Maintenant, l'esclavage que nous avons subi, nous ne l'avons pas subi d'abord des Européens, nous l'avons subi des Arabes, les Arabes jectanines,
qui ont détruit le royaume de Saba et qui, après la mort du prophète Mohammed, grâce à Abou Bakr, vont rentrer en Égypte. Je sais que ce n'est pas Abou Bakr qui a fait le projet, c'est Omar qui est son successeur, qui vont rentrer en Égypte, mettre l'Égypte à feu et à sang. Je rappelle que, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie la traite arabe transsaharienne. Parce que maintenant, on parle seulement de l'Europe, mais il y a également la traite transsaharienne. Pour arriver à Kérouane, les Arabes ont fait 800 000 morts, selon les textes, les archives, pour arriver à Kérouane. Et quand ils arrivent à Kérouane, ils décident de descendre vers Nouba, la Nubie. Et ils commencèrent par détruire tous les royaumes qu'ils trouvent. C'est-à-dire, c'est une violence qu'on n'avait jamais connue en Afrique. Et c'est en ce moment qu'ils ont imposé le bac. C'est quoi le bac? Parce qu'il faut partir du bac. C'est par le bac que les Européens également vont imposer des traités de fourniture de captifs aux rois et aux royaumes qui étaient dans les pourtours extérieurs de l'empire, ce qu'on appelait empire, qui n'est pas un empire, l'État fédéral du Mali. Le bac, c'est que vous fournissez par année 5000 hommes bien en forme aux Arabes. Et en plus, entre 3000 et 5000 jeunes filles au sein bien dressées. C'est ce que disent les textes, je n'invente rien. Et alors, comment peut-on produire 6000 hommes et 5000 jeunes filles par an? Vous les trouvez où? Alors vous commencez par comprendre l'origine de toutes les guerres fomentées pour produire des captifs. Ça, c'est ce que les Arabes vont faire. Mais après, ils vont venir vers l'Afrique du Nord. Et c'est eux qui ont institué ce qu'on appelle l'île d'Arguin, dont on ne parle pas dans l'historiographie. J'ai interrogé les jeunes collégiens, les jeunes lycéens du Togo en particulier, et même les étudiants à l'université en histoire, ils ne connaissent pas Arguin. Mais comment Arguin, c'est la plateforme initiale de l'esclavage, c'est-à-dire de la traite. C'est au large des côtes occidentales de l'Afrique. Comme l'île de Gorée, plus connue. Exactement, l'île de Gorée, mais l'île de Gorée, c'est plus tardif. Arguin, c'est au début du négoce. Mais les rois européens, ils pratiquaient l'esclavage. À partir d'où? À partir des populations serviables de l'Europe centrale, de l'Europe orientale. Ça, c'est ce qu'on appelle les Slaves. Ils allaient ponctionner des populations humaines qu'ils utilisaient où? Il faut questionner l'histoire. Dans les plantations en Europe. Il y avait des plantations en Europe. Comment on explique la servitude de la glèbe en Europe? C'est parce qu'il y avait des plantations, parce que l'économie européenne, je parlais tout à l'heure du système économique et social, l'économie européenne était fondée sur quoi? La féodalité, le féodalisme. Le féodalisme ne peut fonctionner sans les esclaves et sans les servants, c'est-à-dire les paysans serviles. C'est comme ça qu'il allait prendre. C'est pourquoi les populations sont appelées des slaves. Et slave, ça fait slave, ça fait slavery. Donc, le mot même qu'on utilise, ça ne provient pas d'une langue africaine. Ça provient des langues européennes. Et c'est eux qui ont institué. Pourquoi ils se sont retournés vers l'Afrique? Et là, je réponds peut-être au fondement et aux logiques. Ils sont tournés vers l'Afrique parce que, en 1453, le phénomène du jeune Turc, les Turcs, c'est-à-dire les califats ottomans, vont prendre le contrôle de Byzance. Quand ils prennent le contrôle de Byzance, c'est la capitale de l'Empire romain de l'Est. Ils prennent le contrôle, ils ferment l'accès à toutes les mers qui permettaient aux Européens d'aller vers l'Europe centrale. Il n'y a plus d'esclaves. Il n'y a plus donc de main-d'œuvre pour cultiver les terres et pour, n'est-ce pas, alimenter le système féodal. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Nous étions vers la fin des guerres contre les Arabes. Et l'Europe avait fini la guerre des 100 ans entre la Grande-Bretagne et la France. Et alors, on parlait d'une unité européenne contre les Arabes et pour la reconstitution du... C'est ce qui est passé. Ils se sont dit, il faut maintenant se retourner vers l'Afrique. Qui a dit ça? C'est le pape. C'est le pape. C'est-à-dire, des fois, quand nous en parlons, les Africains n'en croient pas leurs yeux. C'est quel pape? Nicolas Perentituli. Nicolas V. Nicolas V, Perentituli. Je ne me souviens pas du nom du mot en latin. Mais c'est lui qui a publié les bulles. Et nous avons la bulle qu'on appelle Dum Diversis. Il y a une bulle, la fameuse bulle de 55, du janvier 55, qui s'appelle Romanus Pontifex, qui demande au roi du Portugal d'aller en Afrique chez les Sarrasins, les nègres, pour les prendre, les mettre en esclavage,
prendre leurs terres, les mettre en esclavage, prendre leurs terres. Et c'est comme ça que l'Infante, le fils du roi du Portugal, Alfonso V, Alfonso V, il avait une compagnie de navigation, parce que l'Europe a finalement fini par maîtriser la technique de navigation que les Arabes ont introduite en Europe avec les invasions arabes. C'est comme ça qu'ils sont venus et ils ont commencé. Les premiers captifs qu'ils ont attrapés en Afrique, c'est documenté. C'est dans l'ouvrage de Zouara. C'est 10 Africains qu'ils ont attrapés. 1441, le début de toute cette macabre histoire. Et dans ce livre, vous voyez le mot capturé plus de 60 fois. Il n'y a jamais le mot acheté. Personne ne vendait d'hommes en Afrique. Et personne n'a vendu des Africains aux Européens. Ils les ont capturés. Le monsieur qui écrit l'ouvrage, il est membre de l'expédition. Il décrit comment ils ont fait. À un moment donné, il dit que ces gens ne connaissent pas la guerre. Donc le commerce triangulaire est un faux concept. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle la littérature apologétique que les africanistes ont écrit après, et qu'ils ont importé en Afrique coloniale pour enseigner dans les écoles. Il n'y a pas de commerce triangulaire. Il y a une capture violente, ce qu'on appelle les razzias, des Africains. De quels Africains? Parce que les royaumes périphériques étaient attaqués. Ils étaient attaqués. Alors, la capitale du Mali, Niani, on a commencé par envoyer des militaires pour comprendre ce qui se passe au pourtour extérieur du royaume. C'est comme ça, les premières guerres afro-européennes ont commencé. Quand vous demandez aux étudiants et aux Africains en général, est-ce que les Africains ont fait des guerres avec les Européens? Ils vont vous dire non. Ils ne savent pas qu'il y a mais il y a des guerres. Mais c'est des guerres réelles, comme les guerres que les Européens faisaient entre eux en Europe. Ces guerres sont documentées par Willem Bosman, qui a écrit l'ouvrage Voyage en Guinée. Et cet ouvrage est disponible aujourd'hui sur Gallica. On peut le télécharger gratuitement. Il explique comment les Hollandais, les Britanniques, les Français, tous ces pays-là fomentaient des guerres. Il y a eu d'abord les guerres afro-européennes qui permettaient de prendre les captifs. Ensuite, il y a eu des guerres intra-africaines parce qu'ils donnaient des armes à certaines chefferies pour résoudre les problèmes d'ego qu'ils avaient avec d'autres chefferies. C'est comme ça la production des captifs a commencé. Tout ça est documenté. En fait, ce qui s'est passé, c'est hors de l'humanité. Ces gens sont sortis de l'humanité. Et quand vous prenez les sources sur les conséquences, mais vous savez, ça c'est pour alimenter les terres qu'ils ont découvertes en Amérique. C'est pour alimenter, parce qu'ils ont découvert, déjà lorsqu'ils ont pris Capo Verde, ils se sont dit, mais c'est possible qu'une telle végétation existe, des palmiers, du caoutchouc. Mais ils n'en croyaient pas leurs yeux, alors que l'Europe était prisonnière insulaire chez elle. C'est quand ils ont dit, mais ils ont fait le tour sur les côtes jusqu'au bassin de l'Angola. Mais ça, c'est le paradis. Et c'est ce que Vorster va dire sur le plateau du prétoire de Pretoria. Il dit, ce que nous voulons, c'est une Afrique à jamais débarrassée des Noirs. Ce que je dis là, ce n'est pas une fable, c'est la réalité. Et il dit, et une Afrique à jamais débarrassée des Noirs serait à tout point semblable à un paradis terrestre pour l'homme blanc. Et c'est pourquoi quand vous parlez, vous dites que Emmanuel Macron n'arrive pas à dire pardon, parce que le projet n'est pas à terme. En fait, ce qu'ils ont fait avec le Vatican, ils ont pris des... Et quand vous prenez les conséquences démographiques de cette affaire, comment on tuait les nègres, on prenait tout, mais on a déporté même des chefs de tribus, des ministres de la Défense. Le papa est l'ancêtre de toute cette ouverture. C'était le ministre de la Défense du royaume d'Arobé. On a déporté des rois, on a déporté des sages africains. C'est-à-dire, ils sont venus, ils ont pris les nègres parce qu'ils ont eu la supériorité militaire. Et il n'y avait aucun contentieux entre nous. Mais le seul contentieux qu'ils ont cité dans les textes, moi je cite les textes, c'est que les Noirs faisaient partie des armées arabes. Les Noirs qui ont subjugué l'Europe. Les Arabes qui ont subjugué l'Europe. Les Noirs faisaient partie des armées arabes. Donc il faut envahir aussi les terres des Noirs. Alors ce qui s'est passé, c'est cela. Il y a d'autres fondements. Il y a des fondements doctrinaux, exégétiques, religieuses. La malédiction qu'ils appellent noachique, mais qui ne devrait pas être noachique parce que Noé n'a pas maudit Cham. Noé a maudit Canaan, dans le texte même, qu'ils ont écrit eux-mêmes. Je suis dans Genèse 25, Genèse 10, Genèse 25. Et ils disent que
les Noirs sont les esclaves des esclaves du frère Sem. Le grand frère qui serait Sem, le petit frère Japhet, et les Noirs seraient le dernier. Mais comment on peut, et je vois les Africains qui lisent ces choses dans la Bible, que l'origine des peuples après le déluge de Noé, ces trois grands peuples, les Sémites, les Japhétistes qui sont les Européens, et puis, n'est-ce pas, les Noirs qui sont les Chamistes. Mais comment se fait-il que les Sémites et les Japhètes et les Chams vont naître au même moment? C'est impossible, ce sont des femmes. Je vous dis que les Blancs apparaissent dans l'histoire de l'humanité à moins 25 000 ans, alors que les nègres existaient à moins 200 000 ans. Tous les éléments de la civilisation étaient mis en place. La domestication des bêtes sauvages. Tout ça a été fait. Et les Sémites viennent d'où? Eux, ce sont des métis de blancs et de noirs. Ce qu'on appelle dans l'anthropologie préhistorique les centodermes. Mais les centodermes apparaissent à moins 5000 ans. Mais les Sémites, j'ai dit que c'est à moins 2000 ans. Le récit de Abraham et des Hyksos, c'est à partir de 1850, lorsque toutes les pyramides en Afrique étaient déjà construites. C'est-à-dire toute la science était déjà posée. Et donc, eux, ils disent maintenant qu'ils sont les grands frères de l'humanité, alors qu'ils sont les derniers. Et nous avons des textes qui démontrent d'où vient le complexe d'infériorité initiale de ces gens. Et pourquoi ils ont voulu renverser l'ordre qui existait sur Terre en Antiquité. Et pourquoi ils ont inventé le racisme? Parce qu'ils ont voulu, n'est-ce pas, s'insurger contre Dieu. Parce qu'en fait, c'est la rébellion contre Dieu qui aurait déshérité les Blancs, qui aurait donné tout aux Noirs. Et dans l'Antiquité, tous les textes, depuis les savants grecs qui ont été enseignés en Afrique, eux-mêmes, hein, je ne parle pas des romantistes du 19e siècle allemand, eux-mêmes, ils ont écrit que les Noirs sont les premiers habitants de la Terre. Et c'est des êtres divins. Et la noirceur était associée à la beauté divine. Ouais, la mélanine. Voilà comment les choses se sont transformées, parce qu'ils ont eu un complexe d'infériorité. Et donc le projet de destruction des Noirs, il n'est pas terminé. Lorsque les nègres pensent que c'est fini, ils se trompent. Et au moment où on parle de réparation, au même moment, il y a le terrorisme.